Merci, merci, chers collègues. Je salue tous les participants du séminaire franco-russe. On voudrait tout d'abord vous remercier pour la possibilité de parler aujourd'hui à ce séminaire et je vous présente à votre attention notre intervention sur l'étude des processus démographiques dans la République d'Arménie dans le cadre des implications pour la croissance économique potentielle. Parmi les auteurs de cette recherche, nous avons les professeurs de notre cher Karik Petrosan et Irina Petrosan et autres. Si vous me permettez, nous serons trois à parler aujourd'hui. On va passer le micro de l'un à l'autre. Et pour commencer, je voudrais dire quelques mots sur ce qui nous a amené à faire cette recherche. Tout d'abord, il faut dire que à partir de juillet de l'année précédente, 2024, notre équipe de chercheurs s'occupe du développement de deux sujets, de l'étude de deux sujets dont a été envoyé par le ministère de l'Éducation de l'Arménie il n'y a pas longtemps. Le premier sujet de recherche, c'est l'évaluation macroéconomique du changement du potentiel de l'économie de l'Arménie après 2022-2023. Et deuxième sujet qu'on a commencé il y a peu longtemps, c'est l'étude des chocs exogènes et élaboration des mécanismes pour dépasser les contraintes au développement économique. Dans le cadre de la première recherche, nous travaillons déjà depuis 6 mois et la première chose qu'on a fait en fait, pour commencer cette étude, on a essayé de comprendre comment, en fait, se détermine le potentiel économique de l'Arménie, mais on voudrait bien sûr dire que, ça c'était notre objectif principal et premier. Le fait est que une série de chocs exogènes qui ont secoué l'économie arménienne en 2020-2023, ces chocs ont eu non seulement des implications de longue durée sur l'activité économique, mais ils ont aussi influencé le potentiel même de l'économie arménienne. C'est-à-dire que les chocs consécutifs des années 2020, 2021, 2022 et 2023 ont changé le potentiel de l'économie arménienne de manière différente. Il y avait certains chocs qui l'ont augmenté et d'autres qui l'ont diminué. Et ce diapositive présente les grands chocs exogènes qui, selon nous, ont changé le potentiel économique de la République de l'Arménie. Donc, c'est tout d'abord la diminution de la population à cause des événements de l'année 2020, la guerre en Artsakh et la Covid. Par la suite, la perte des territoires préfrontaliers de l'Arménie à cause de l'intervention illégale des pays voisins en 2021 et c'est l'influx des relocants, donc des personnes procédantes de la Russie tout d'abord et aussi d'Artsakh en 2023 quand de fait toute la population existante a dû partir d'Artsakh en quelques jours et se déplacer et s'installer en Arménie. Et ces changements dans la population, le nombre de la population et donc le nombre du main-d'œuvre, cela a touché également au capital et à la terre disponible. Cela, bien sûr, va changer le fondement de l'économie et du développement économique en Arménie. Dans nos recherches précédentes qui étaient dédiées
à la création des modèles de la croissance potentielle de l'économie arménienne, tenant compte des différents facteurs de production et la productivité générale. Euh, on a, dans le cadre de ces recherches, établi quelques règles, quelques tendances qui étaient présentes. Donc, on va se baser sur voilà, ces recherches. On a notamment fait un modèle de l'économie de l'Arménie sur la base de la fonction de Douglas et on a compris que donc la plus grande vitesse des facteurs de croissance n'était pas liée à la productivité générale de l'économie arménienne. Et les deux facteurs, c'était la productivité du travail et le volume du capital. Mais cette productivité du travail et du capital n'avait pas des implications importantes pour la croissance économique. La part du capital était plus ou moins stable et historiquement jouait un rôle important même pendant les chocs de 2020-2023. Et malgré le fait qu'en 2022, à cause des chocs exogènes, il y a eu une décroissance significative c'était donc la pandémie de la COVID-19. Même dans ces conditions, le capital et le travail ont préservé. Alors, continuons. Donc, ces différentes règles qu'on a révélées, on a penser à comment on pourrait contrôler les implications de ces deux facteurs qui déterminent le plus le PIB potentiel de l'Arménie. Comment est-ce que le facteur de productivité de travail influence la situation tenant compte des chocs exogènes. Et donc, on a focalisé notre attention sur la recherche qu'on vous présente. Aujourd'hui, c'est la recherche qui touche au processus démographique en cours dans la République de l'Arménie. Donc, nous avons découvert que le travail productif joue un rôle important pour déterminer le potentiel de croissance de l'Arménie. Et on a tout d'abord, à cette étape de notre recherche, essayé de comprendre comment la démographie va impacter le PIB potentiel. Il faut dire tout d'abord qu'il y a un nombre de problèmes essentiels, critiques dans les processus démographiques de la République d'Arménie. Il faut tout d'abord faire remarquer que la République de l'Arménie, comme d'autres pays post-soviétiques, fait face à un nombre de défis démographiques depuis plusieurs années, tels que la baisse du taux de naissance, le vieillissement de la population et la migration. Le départ de la population et ces trois facteurs impactent bien sûr le volume des ressources humaines disponibles sur le marché du travail. Et nous comprenons aussi que dans les conditions de mondialisation, les facteurs démographiques ont un rôle de plus en plus important en ce qui concerne le développement économique. Et donc, dans cette recherche, on a essayé de comprendre les influences des processus démographiques sur une tendance négative donc de décroissance économique. On a essayé d'établir ce lien entre les processus démographiques et les potentiels économiques de la République de l'Arménie. Ici, je voudrais vous présenter très brièvement les recherches d'autres auteurs qu'on a étudiés pour comprendre, pour constituer une base pour notre propre recherche.
Donc, c'est tout d'abord l'étude de Bloom, Canning et Civil qui présente le concept très intéressant du dividende démographique, donc de la croissance économique qui peut être atteinte par le changement dans la structure d'âge de la population. Et pour mettre en place cet effet, il faut faire des évolutions dans le système de santé, d'éducation, etc. Une autre étude avec ce même concept de dividende démographique, c'est Lee et Masson. Et ici, les auteurs développent l'idée de l'influence des changements démographiques sur les investissements sociaux qui, à leur tour, impactent la croissance économique. Je dois dire qu'on a choisi spécialement les études qui concernent certains processus démographiques qui ont lieu dans la République d'Arménie. Ça, c'était très important. Troisième étude, Egerson, Merota et Robbins, c'est sur le vieillissement de la population et ses implications pour le développement économique. Sur le diapositive suivant, trois autres études sur la démographie et le niveau de productivité, donc le changement des groupes d'âge, la productivité de travail. On découvre que la plus grande productivité correspond à l'âge moyen. Voilà, et c'est quelque chose qui est important dans la perspective de long terme. Après, une autre chose qui est très importante, surtout pour l'Arménie, c'est comment les processus de migration influencent le PIB potentiel. C'est l'étude de Perry de 2016 qui consiste à expliquer que les migrants peuvent contribuer à la croissance du PIB par la croissance de l'efficacité, la productivité de travail. Donc, on a utilisé ces études pour analyser le cas de 2022. Et la dernière étude qui est présentée ici, c'est la transition démographique. C'est quelque chose que l'économie de l'Arménie est en train de vivre, c'est la baisse des taux de naissance et de mortalité en parallèle et qui, ce qui est intéressant, va augmenter le capital humain et produire une croissance économique stable. Donc, ayant réussi toutes ces études théoriques, on a commencé l'étude du paysage démographique de la République d'Arménie que va présenter par ma collègue. Donc, je passe la parole à Zinevart. Alors, si on voit le PIB d'Arménie, ici vous pouvez voir quelques périodes où on voit les chocs négatifs et les chocs positifs même pendant ces années dernières, grâce à la croissance positive du PIB. Généralement, on peut dire que la contribution principale dans la croissance économique est expliquée par les facteurs différents avant 2020 et après on voit l'augmentation des capitaux dans le pays et puis on voit la croissance de la productivité de travail. Et comme Irina a déjà présenté ce facteur de la productivité de travail, on va le voir en détail. Arménie, généralement, se focalise sur ces facteurs et sur la consommation des services. Cela peut être le signe de l'étape assez haut de développement, mais en même temps, les exportations nettes sont en négatif pendant les 30 ans d'avant et seulement quelques derniers trimestres nous montrent les résultats positifs nets, mais on pense que cela n'est pas suffisant pour changer
la situation sur le marché dramatiquement. En ce qui concerne la population, en 1950, Yerevan était développée en tant que la capitale de l'Arménie et la population des régions du pays était en train de migrer de ces régions vers la capitale. La population urbanisée était au niveau de à peu près 70% et ce niveau on le maintient en ce moment. En ce qui concerne le monitoring de l'Arménie, c'est 2 millions, plus que 2 millions de gens et en fait c'est le niveau qu'on maintient pendant longtemps. Et en fait, pourquoi on a le même nombre de populations, c'est à cause du séismisme de Spitak après la chute de l'Union soviétique, l'incertitude des années 2000, la pandémie et la deuxième guerre d'Artsakh en 2020 et on a eu des chocs positifs en 2022, en 2023 et un peu en 2024. Selon les données récentes, si on prend le troisième trimestre de 2024, à peu près 70 000 de personnes étaient enregistrées. Ce sont les gens qui migraient de la République d'Artsakh. Si on voit la croissance de naissance, la croissance de population naturelle, cela ne présente pas la compensation pour la migration du pays. Donc, on perd plus de population par rapport au influx vers l'Arménie. En ce qui concerne la mortalité, on est plutôt dans le positif, mais en 2020, on a vu que le nombre des morts était supérieur du nombre de naissances et cela est confirmé par les statistiques par mois. Après la guerre de 44 jours, on a perdu 152 personnes. Ce sont les données officielles, mais ce chiffre peut être en fait plus haut. Puis, on avait des morts à cause du Covid et ce chiffre était au niveau de 9800 personnes à peu près. Et bien évidemment qu'on va préciser ces statistiques dans le futur. La durée de vie était au niveau de 81 pour les femmes et au niveau de 74 pour les hommes. En termes de fertilité, la population de l'Arménie ne se reproduise pas et on peut en fait voir la détérioration de cette situation. C'est expliqué par la manque de volonté de la part de la population d'avoir les enfants et les gens ont leur premier enfant à partir de l'âge de 27 ans à peu près. Parmi les dernières décennies, on voit que la population devient de plus en plus âgée. Cela est confirmé par les pyramides démographiques. Et puis, on peut voir le changement de la structure et la distribution entre les femmes et les hommes. Et cela est lié aux raisons socio-culturelles. Les Arméniens prioritisent les garçons par rapport aux filles et oui, les gens essaient d'avoir plus de garçons et on a même la statistique pour
pour l'interruption de grossesse artificielle pour favoriser les garçons. En ce qui concerne la mortalité des gens en dessous de 40 ans et si on voit le nombre des naissances, bien évidemment que ici, selon ces statistiques, on voit la détérioration de la population des hommes, de la population mâle, et cela avait le potentiel pour changer la situation démographique, mais ça ne va pas être le cas. Bon, si vous m'entendez bien maintenant, je vais continuer. Donc, le Service national statistique d'Arménie voit deux types de main-d'œuvre. Donc, c'est de ressources humaines, le main-d'œuvre et les gens qui ne font pas partie de main-d'œuvre. Donc, ce sont les gens qui peuvent travailler, mais ne veulent pas le faire. Donc, ici, vous voyez le tableau qui nous montre le main-d'œuvre potentiel. Donc ici, on voit pas seulement les gens en chômage, mais aussi les gens qui travaillent en temps partiel et le main-d'œuvre potentiel qui ne font pas encore partie de main-d'œuvre officielle. Aujourd'hui, le main-d'œuvre en Arménie est évalué au niveau de 2,3 millions de personnes. Et ici, on voit que les gens employés prennent à peu près 50%. C'est 1 170 000 de personnes. Et le reste de la population peuvent aussi travailler, mais on ne les voit pas dans ces statistiques. Ici, vous voyez la structure de main-d'œuvre en termes de niveau d'éducation. En Arménie, il y a une introduction que les gens bien formés avec le niveau d'éducation supérieure ont le respect et en fait la partie de population très basse, très petite a que le niveau d'éducation, de formation basique, c'est à peu près 5-6% et de 50 jusqu'à 60% des personnes ont le niveau d'éducation plus élevé. Et comme mon collègue a déjà dit, Erevan est le centre d'urbanisation et bien évidemment l'Arménie est un pays urbanisé. Erevan attire les gens et c'est pourquoi on voit la plupart d'employés, la plupart des gens avec l'emploi à Erevan. 1,5 million de population arménienne, de personnes qui habitent en Arménie, qui habitent à Yerevan. Et maintenant, je voudrais vous présenter en détail les indicateurs suivants. Comme cela, on peut voir la situation et son évaluation le long des 4 dernières années. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici sur le marché du travail? D'abord, je voudrais dire que le niveau de chômage à partir de 2008 jusqu'au 2016 était au niveau de 18 jusqu'au 20%. Donc, c'est un niveau assez élevé. Mais à partir de l'année 2021 et après, avec l'influx des personnes vers l'Arménie, on voit le baissement de taux de chômage et en 2024, c'était au niveau de 12-13%
ce qui est une évolution très positive par rapport aux années 2020. Je voudrais souligner ici que cela était possible pas grâce au plus de naissances, mais ça c'est grâce à la migration. Beaucoup de gens qui font partie de monde potentiel sont venus en Arménie. Puis, il faut parler des salaires. Le salaire nominal en 2021 était au niveau de $400. Après, on a vu l'influx après le février de 2020. Les salaires ont vu la hausse et selon les sondages, grâce à l'influx de ces employés potentiels très qualifiés, leur attente au salaire était au niveau de $3,000. Donc, cela a augmenté le niveau moyen des salaires. Puis, on voit que il y a une hausse de l'emploi et des gens employés. Cela est lié aussi à la migration d'autres pays et d'Artsakh, et c'était les gens qui faisaient partie de main-d'œuvre. Puis ici, je voudrais vous présenter le taux d'emploi par secteur. Donc ici, on voit la construction, les services de marché, les services qui ne font pas partie du service de marché. Et très souvent, oui, on voit le développement dans le cadre de ce type de service et aussi dans le secteur industriel, partout dans tous les secteurs, on voit l'augmentation de ressources humaines. Le taux de chômage. À Yerevan, le niveau de chômage est à peu près 15%, et comme en dehors d'Yerevan, beaucoup de populations sont engagées dans l'activité agriculturelle, très souvent on voit le chômage là, et les chômeurs sont plutôt les femmes. Il y a plus de femmes que les hommes là. Puis je voudrais toucher au sujet de sous-utilisation de main-d'œuvre. Le chômage en 2024 était au niveau de 12%, et 24% de ces gens étaient en chômage pendant longtemps. Donc, c'est le potentiel qui n'est pas utilisé par l'économie, qui n'est pas engagé en activité économique de notre pays. Ensuite, vous voyez le graphique qui vous montre le solde des gens qui sont venus pour habiter en Arménie et quitter le pays. Je voudrais noter ici le phénomène de migration. Les gens qui sont venus que pour 6 mois, il est très difficile d'enregistrer leur présence dans le pays. Et en fait, ce qu'on voit dans le cadre des statistiques présentées par les services de contrôle frontalier, il est difficile d'évaluer ces statistiques parce que beaucoup de gens, en fait, passaient que 6 mois en Arménie et puis ils quittaient vers un autre pays. Donc, il est très difficile de calculer le nombre exact des gens qui sont venus pour s'installer en Arménie. Donc, aussi, pas tous les gens qui sont venus pour vivre en Arménie travaillaient en Arménie. C'est pourquoi ils ne faisaient pas partie de ces statistiques. Donc, ici, vous voyez la distribution des flux de migration. Donc, vous voyez très clairement les chocs qu'on a subis. En
2019 et en 2020, on voyait le changement de situation lié au changement de l'administration en Arménie. Et en 2021 et en 2022, on va voir les raisons pour ces chocs-là. Ensuite, vous voyez les raisons, les motifs de migration. Donc, on voit la classification par période et par type de migration. Soit ce sont les gens qui retournent vers l'Arménie, soit ils viennent pour s'installer en Arménie. En 2014-2019, le motif principal était le regroupement familial. Soit c'était ça, soit les gens venaient pour s'installer en Arménie. Donc, c'était les deux motifs principaux, mais la situation a changé en 2020-2022 quand les gens migraient soit à cause de la guerre, soit à cause de leurs emplois. Oui, bien évidemment, on avait les cas de regroupement familial, mais on voit que les priorités des gens changent. En ce qui concerne l'immigration, jusqu'à 65% de population quitte l'Arménie parce qu'elle trouve l'emploi dans les autres pays. Après, on voit les données d'enregistrement administratif de mouvement de population et puis on voit les prévisions de l'ONU pour la situation démographique en Arménie. Ces prévisions ne sont pas assez positives qu'ont anticipé et on voit que selon les prévisions, la solde de migration va se détériorer. Même si les conditions resteront favorables, la migration va augmenter. Et même avec la croissance économique très positive en Arménie, qu'on voyait pendant quelques années précédentes, on ne va pas les voir ensuite. Et maintenant, je voudrais donner la parole à ma collègue pour qu'elle continue. Merci. Je voudrais dire que récemment, on a mené des recherches sur la migration, mais ici, il faut aussi voir la croissance générale de population. C'est pourquoi on a vu la période de 1996 jusqu'au troisième trimestre de 2024. Donc, nous avons utilisé tels chiffres, tels éléments que la différence entre les immigrants et les émigrants, ensuite la croissance de la population, donc la différence entre la mortalité, la naissance et la mortalité, la croissance générale de la population, donc naturelle, et la croissance du PIB réel. Donc, le modèle est présenté sur ce diapositive et il faut préciser que nous avons utilisé la méthode de Koletsky pour identifier l'ordre des composantes de ce modèle. Il est important d'utiliser une structure triangulaire et l'ordre de ces composantes détermine l'influence d'un choc sur un autre. Donc, tout d'abord, on a mis la migration, qui est une variable qui est la plus exogène, et les solutions vis-à-vis de la migration sont prises par les ménages en réponse aux conditions
économique et sociale de longue durée. Ensuite, c'était la croissance naturelle de la population, qui est impactée bien sûr par la migration, mais avec un retard. Par la suite, la croissance générale totale de la population. Et finalement, la dernière variable, c'est la croissance du PIB, parce que elle comprend les effets de toutes les autres variables. Ensuite, sur les 4 diapositives suivants, nous voyons les réactions des fonctions, des variables plutôt au choc. Tout d'abord, la migration et bien sûr la réaction de la croissance naturelle de la population est positive mais assez faible, ce qui pour nous est déterminé par le lien faible entre les variables. Ensuite, il faut aussi souligner la réaction de l'augmentation réelle du PIB. Elle est négative à court terme et elle est neutralisée à long terme. Cela veut dire que potentiellement les personnes qui arrivent de l'étranger ne s'adaptent pas, ne s'intègrent pas à la mentalité arménienne. C'est quelque chose que j'ai vu dans des études, dans des enquêtes. Donc, même des personnes du diaspora arménien ont du mal à s'intégrer dans les aspects économiques et sociaux de la vie quotidienne. Ensuite, si on regarde la croissance naturelle de la population, sa réaction à la migration est assez faible et assez stable. Donc, ça veut dire que la croissance naturelle de la population n'influence pas vraiment les flux migratoires. Et la croissance naturelle de la population, il faut dire, va influencer de manière positive la croissance totale de la population. Ensuite, si on compare ça avec, si on regarde la réaction de la croissance réelle du PIB, la réaction est faible mais négative. Donc, les conséquences sont indirectes à court terme et à long terme. Si on considère la croissance totale de la population, la réaction sur le PIB est assez faible mais positive. Ensuite, on a une décroissance et une nouvelle croissance, donc une sorte de vague d'onde, ce qui est peut-être lié à la longue adaptation du système économique à la population changeante. Ensuite, les réactions des composantes des variables précédentes à la croissance du PIB. Donc, tout d'abord, la réaction de la variable de la migration est positive. Donc, les migrants qui arrivent depuis l'étranger contribuent à la croissance économique. La réaction de la croissance naturelle de la population est faible et négative. Cela veut dire qu'il n'y a pas vraiment de grande influence de cela sur la mortalité, les taux de mortalité et de natalité. Alors, si on résume les conclusions de ce modèle, on peut dire que les chocs migratoires ont des implications forte à court terme sur la croissance de la population et sur le PIB, mais ces effets se neutralisent à long terme. La croissance naturelle de la population a une influence stable sur la croissance totale. La croissance économique va influencer de manière positive les flux migratoires, ce qui soutient, ce qui confirme l'hypothèse du rôle des conditions économiques, facteurs qui stimulent la migration. Et donc là, on peut avoir aussi d'autres facteurs institutionnels, politiques et d'autres. Voilà, ce sont les facteurs qu'on va par la suite étudier plus en détail pour vous en parler dans l'avenir. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, chers collègues. J'invite tous à poser des questions à nos collègues d'Arménie.
Chers collègues, je ne vois pas de questions sur écran, donc c'est moi qui va poser la première. Si on compare l'Arménie à la Russie, le chômage est assez haut en Arménie, si on compare à la Russie. Est-ce que c'est le niveau réel ou est-ce que c'est c'est plus élevé qu'il ne paraît? Je pense là notamment au Caucase du Nord, en Russie, où le taux nominal de chômage est très élevé, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité parce que plusieurs personnes se mettent au chômage pour avoir des subsides, alors que dans la vie réelle, ce sont des entrepreneurs, elles ont des ménages, voilà. Donc, ensuite, il y a beaucoup de mères au ménage, au foyer, dans les familles à plusieurs enfants, et tout cela conduit au fait que le chômage nominal est très très élevé. Mais cela ne correspond pas à la réalité. Est-ce que c'est le cas aussi de ce chiffre, de ce niveau en Arménie? Réponse. Merci pour cette question très intéressante. Ma réponse est la suivante. Tout d'abord, il faut dire que le chômage est autour de 13%. Et en fait, il s'est amélioré après 2022 parce que le chômage moyen calculé entre 2008 à 2016 était autour de 17%. Donc c'est encore plus élevé que ces dernières années. Il est intéressant de remarquer que, bien sûr, il y a cet aspect, comme en Russie, des personnes au chômage qui sont des travailleurs clandestins. En quelque sorte, ils ont un emploi, mais ce n'est pas un emploi apparent. Je ne dirais pas que la part de ces personnes est très élevée, parce que le gouvernement met en place des mesures pour limiter l'économie de l'ombre et combattre la corruption. Et ces mesures font qu'il est de plus en plus difficile de cacher son emploi à l'État. Et c'est le cas de ceux qui, comme vous venez d'évoquer, ont un petit ménage, donc quelques animaux, des jardins, enfants, etc., une ferme. Et aussi des personnes qui sont des entrepreneurs individuels. Mais si on parle du business de l'entreprise, la législation qui évolue fait qu'il est de plus en plus difficile, voire impossible, de cacher ces activités économiques à l'État. Donc, il y a des contrôles sur place et il y a des amendes très très élevées pour des personnes qui essaient d'éviter le paiement des impôts. Parfois, donc, le prix à payer est tellement grand, les amendes à payer sont tellement grandes que les personnes doivent arrêter leur activité. Et il y a d'autres mesures pour contrôler ces activités économiques. C'est un processus qui va complètement être mis en place d'ici fin 2025. On essaie de contrôler le flux de l'argent liquide, entre autres. Et ensuite, il y a le système de déclaration générale des revenus de la population. Donc, tout d'abord, cette année, ce sont toutes les personnes qui sont officiellement employées. À partir de l'année prochaine, ce seront toutes les personnes majeures, qu'elles soient employées quelque part ou pas. Et en somme, tous ce moyen, toutes ces mesures nous permettent d'éviter ce marge, considérant en ce qui concerne le taux de chômage. Et bien sûr, chaque année, les conditions changent. La réglementation de l'État est voilà, de plus en plus stricte et il y a de moins en moins de possibilités d'avoir un emploi clandestin. Tout devient tout à fait transparent et cela
voilà, réduit les possibilités des individus de mentir à l'État et de lui cacher quelque chose. Merci, professeur Shermanine. Merci pour cette intervention très intéressante. On a appris pas mal de choses hier et aujourd'hui sur l'économie de l'Arménie et sur la vie dans le pays. Alors, je dois dire que l'Arménie s'est tournée vers l'Union européenne. Est-ce que vous avez déjà reçu des indications concernant les implications pour l'économie? Parce que quand les pays baltes ont décidé de rejoindre l'Union européenne, ils ont été, par exemple, interdits de cultiver la betterave qu'ils devaient acheter de la France désormais. Est-ce qu'il y a des choses pareilles en Arménie? Réponse. Alors, tout d'abord, il faut dire que nous, en tant que représentantes de l'université arméno-russe, voilà, étant des exemples les plus réussis de la collaboration entre la Russie et l'Arménie. Et on essaie de démontrer dans toutes les recherches qu'on mène et toutes les études, c'est que la participation de l'Arménie dans l'union économique avec la Russie et les autres pays ont été en locomotive importante, cruciale de la croissance économique de l'Arménie, avec l'accès vaste au marché de l'Union économique. Et à partir de 2022, l'Arménie profite de toutes les possibilités, de toutes les opportunités que cette union offre. Alors, pour répondre pratiquement à votre question, non. Il n'y en a jamais des officiels, des indications de cette nature. Tout d'abord, ensuite, l'idée de rejoindre l'Union européenne, cela nécessite une étude des avantages et des désavantages que cette adhésion pourrait mener. Nous, on se concentre sur l'étude de la participation de l'Arménie à l'Union économique eurasiatique et pour l'instant, on ne considère pas la problématique du départ de l'Arménie de cette Union eurasiatique. Mais en ce qui concerne des demandes officielles du gouvernement, non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, on n'en a pas entendu parler. Sur aucune des sphères et des activités économiques. Chers collègues, il faut qu'on avance. Irina, donc je voudrais vous demander de fermer votre partage d'écran. Nous devons nous préparer à l'intervention suivante. Merci beaucoup pour votre participation. Ça a été très intéressant et nous espérons de continuer notre collaboration. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci, chers collègues, pour vos questions et commentaires.